Monique Bory nous livre une passionnante chronique d'un village du Loiret en bord de Loire. De 1856, année d'une crue centennale qui a accéléré la naissance d'Anna, jusqu'en 1932 où elle fête ses 76 ans. Par le prisme étonnant et formidablement poétique des trognes de peupliers noirs, qui sont les témoins silencieux des bouleversements en profondeur et en douleur parfois de la communauté du hameau du Ménil à Germigny-des-Prés, nous assistons au grand choc et aux effets sur la vie rurale d'une modernité qui entamait sa course folle. Des racines et des hommes est à la fois un roman passionnant, un ouvrage historique formidablement documenté, et notre histoire, nous les gens de Loire, ouvrage que l'on trouve aux éditions du Jeu de Loi. Conscient d'occuper le lit de la rivière Loire, mais désireux de se fixer quelque part, les habitants commencèrent à architecturer l'espace concentré sur les buttes les moins submersibles aux hautes eaux, pour ce qui est du logis des hommes et des bêtes. Ils investirent les parties les plus accessibles de cette terrasse alluviale depuis leur bâti, de proche en proche, pour produire ou récolter de quoi se nourrir et se vêtir, tout en se déplaçant à pied. Il y a déjà de nombreux siècles de cela, les habitants des bords de Loire, les Ligériens, se sont accommodés des crues. Elles causaient parfois de très grandes catastrophes, mais, aussi impressionnantes furent-elles, ils restaient. L'inconfort de l'habitat, comme les désagréments dus aux crues, étaient largement compensés par la fertilité sans effort que le limon procure aux terres périodiquement inondées. Puis l'homme a voulu contenir les ardeurs de la petite Loire qui coule dans son lit mineur et chemine dans son lit majeur en période de hautes eaux. La grande Loire, oubliant sa puissance encore plus impressionnante que sa beauté. Dès le Moyen-Âge, des aménagements virent le jour ici et là. Mais c'est surtout sous la pression grandissante des citadins qui se préoccupaient de développer leur commerce qu'un ensemble cohérent de digues et de levées se mit en place. Pour des raisons de sécurité, de plus en plus de petites villes et de villages demandaient également à être protégés des crues. La marine y vit son intérêt également. Nombre de raccommodages, de refaçonnages, d'inventions toujours plus élaborées les unes que les autres furent nécessaires pour empêcher les grandes inondations. Mais le remède va s'avérer catastrophique. Les eaux ainsi canalisées sont surélevées. Elles se déversent avec une violence inouïe lorsque les digues se rompent sous la pression accumulée. Elles provoquent alors d'innombrables dommages, surtout en Loire moyenne, s'il s'agit d'une crue mixte. Ces crues centennales qui marquent les esprits. Les effets de pressions et de débit étant à leur maximum, ils accentuent la brutalité des crues. Pourtant, la population a fini par se croire en sécurité à force de corseter la Loire, jusqu'à parfois faire preuve d'amnésie. Preuve en est la crue mixte d'octobre 1846, qui ne date que de 10 ans en arrière. Au Ménil, on n'a pas oublié. Mais on a tout de même continué à s'installer. Et en ce printemps 1856, des brèches dans les levées,
au boutron, d'autres plus en aval ou en amont, ont libéré l'eau emprisonnée qui envahit à une vitesse faramineuse bien plus que les sols terres du Ménil et de Germigny. Il a fallu se réfugier précipitamment sur des buttes encore plus hautes que celles des habitats, dans des greniers ou sur des terres plus lointaines, quand on avait encore le temps et la présence d'esprit. Du haut de leurs 3 ans, nos chers peupliers sont encore les témoins privilégiés d'un certain trafic de marine à voile, qui s'affaiblit pourtant d'année en année, concurrencé par les bateaux à vapeur depuis près de 30 ans, avec lesquels il faut partager. C'est sans parler des encombrements quasi permanents des ports sous-dimensionnés avec les bateaux lavoirs, les chevaux qui s'abreuvent, les meuniers qui entrent régulièrement en conflit avec les mariniers car ils placent dans la Loire des roulis en pieu et fascinent pour diriger le courant vers leurs moulins flottants. Si l'on ajoute cela aux querelles entre partisans d'un fleuve canalisé et ceux qui veulent le maintenir simplement entretenu comme autrefois, dont tous les secrets étaient bien connus des mariniers qui l'empruntaient et qui l'avaient éprouvé au fil des siècles. Concurrencé par le chemin de fer, qui vient de faire son apparition à Châteauneuf avec la ligne Orléans-Gien, moyen de transport ô combien plus fiable, diront les maîtres de commerce, que la rivière qui marche, concurrencé par les réseaux routiers qui s'améliorent, comme en témoigne la route de Châteauneuf à Sully, achevée en 1846, la marine de Loire ne va pas tarder à manquer définitivement de vent dans les voiles. Nos arbres croissent encore dans un cadre lumineux sans pareil. De plus, ils bénéficient d'autres conditions favorables pour s'épanouir. La Loire déborde régulièrement, inondant fréquemment les prés des Noux légèrement en aval de l'endroit où ils sont nés un jour de juin 1856. Une continuité certaine avec la nappe alluviale leur est ainsi offerte pour se développer, apportant les nutriments nécessaires aux échanges entre les racines, le tronc, les branches, les feuilles. Dans un sens comme dans l'autre, sève montante et sève descendante alimentent les différentes cellules de nos peupliers. Chacune de celles-ci s'autogère, décide de son propre développement. Chacune engendre une entité nouvelle, réagit à sa manière face à un stress ou une situation particulière, comme si chacune allait donner naissance à un nouvel arbre, sur l'arbre, dans l'arbre. Leur point commun à toutes, le tronc, autour duquel cette organisation harmonieuse et très élaborée se met en place. Ce tronc s'ancre profondément au sol par ses racines. C'est autour et avec lui que toute cette solidité apparente est possible. Quand l'une de ces cellules développe davantage de résistance au vent dominant, elle forme du bois de tension, gardant la mémoire des déformations subies, d'année en année. Au lieu de se coucher comme il le devrait face à la pression du vent, l'arbre résistera et se redressera en grande partie. Les cernes du tronc montrent ces parties comprimées lorsqu'on réalise une coupe transversale.